On vit dans un monde où la satisfaction, c'est un peu un mirage, non? À peine on atteint un objectif, à peine un désir est comblé, qu'un autre pointe déjà le bout de son nez. C'est une course un peu folle, souvent épuisante, et qui nous laisse un sentiment d'insatisfaction permanent. C'est cette machine, cette mécanique un peu implacable du désir moderne qu'on va essayer de démonter ensemble. Et attention, cette idée ne date pas d'hier. Le penseur Jean-Pierre Vernant, en se penchant sur la Grèce antique, avait déjà identifié ce qu'il appelait la pléonexia, cette envie d'avoir plus, mais surtout plus que le voisin. C'est une force incroyablement puissante qui, loin de nous stimuler sainement, finit par créer des tensions et un désordre constant. Et c'est là que ça devient crucial. Ce cycle s'est non seulement intensifié, mais il est devenu le moteur d'un système où le désir est en quelque sorte fabriqué pour être sans fin, pour être insatiable. C'est une logique qui, quand on la pousse à l'extrême, peut mener à une vraie détresse. C'est presque sadique, non ? Le plaisir se trouve dans la poursuite elle-même, une course qui, par définition, ne peut jamais vraiment s'arrêter. Bon, alors comment on fait pour sortir de cette machine ? Voilà notre plan. D'abord, on va en décortiquer le mécanisme. Ensuite, on va identifier un piège très subtil dans lequel on tombe tous. Après ça, on fera la différence hyper importante entre un désir sain et une avidité qui nous détruit. Puis, on verra des chemins concrets pour y voir plus clair. Et enfin, on explorera comment cultiver un désir qui vient vraiment de nous. Ok, première étape. Pour bien comprendre comment ça marche, rien de tel qu'un exemple. Extrême, mais terriblement parlant. Le roman American Psycho de Bret Easton Ellis, c'est un miroir grossissant, mais tellement juste de notre propre monde de consommation et de statut social. Imaginez un peu ce monde, celui de Patrick Bateman. Tout, absolument tout, est une performance. Une liste sans fin de marques, de restaurants à la mode, de cartes de visite. C'est une guerre permanente pour être dans le coup, pour ne pas être exclu. La pression est tellement forte qu'elle crée ce que le psychanalyste Christophe Dejour appelle la normopathie. C'est terrible en fait. On est malade d'essayer d'être normal dans un système qui est lui-même pathologique. Et ce qui est fou, c'est que ce roman, c'est l'illustration parfaite d'une théorie sociologique bien plus ancienne. L'économiste Thorstein Veblen avait déjà compris que notre économie n'est pas tant guidée par nos besoins réels que par la rivalité. C'est l'émulation, le fait de vouloir se comparer en permanence juste pour se sentir supérieur. On n'achète pas une chose pour la chose elle-même, mais pour ce qu'elle dit de nous aux autres. Ok, on a vu les symptômes. Maintenant, on va creuser un peu plus loin. Si la rivalité était le moteur, quel est son carburant ? Il faut chercher un mécanisme fondamental de notre nature, une sorte de fantôme dans la machine de nos désirs. C'est le philosophe René Girard qui a mis le doigt dessus avec un concept qui change tout, le désir mimétique. L'idée, elle est à la fois simple et vertigineuse. Nos désirs ne viennent pas vraiment de nous. Non, on les copie, on les emprunte aux autres. Girard a modélisé ça sous la forme d'un triangle. C'est simple. Il y a nous, le sujet, il y a l'objet qu'on convoite, mais entre les deux, il y a toujours un troisième élément, et c'est la clé, le modèle. C'est cette autre personne qui nous montre du doigt l'objet et qui nous dit « ça, c'est désirable ». L'objet prend de la valeur non pas pour ce qu'il est, mais parce que quelqu'un d'autre le désire. Pour rendre ça encore plus concret, l'entrepreneur Luc Burgis a trouvé une image géniale. Il parle de deux mondes. D'un côté, il y a le célébristan. Ce sont nos modèles lointains, les célébrités, les figures historiques. On peut être fan de Michael Jordan, vouloir être comme lui, mais on ne va jamais vraiment se mesurer à lui. Et de l'autre, il y a le freshmanistan. Et là, c'est une autre histoire. Ce sont nos proches, nos collègues, nos amis. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que le modèle se transforme très très vite en rival. Et ça nous amène à une question fondamentale. Surtout aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, on vit tous dans un gigantesque freshmanistan, non ? On est tous le modèle et le rival de quelqu'un d'autre, en permanence. Alors la question c'est, qui sont les modèles, souvent invisibles, qui tirent les ficelles de nos propres désirs ? Bon, face à tout ça, on pourrait être tenté de se dire « Ok, la solution, c'est de ne plus rien désirer ». Mais ce serait un peu trop simple. Une sagesse très ancienne, le bouddhisme, nous propose une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus utile. Non, le bouddhisme ne dit pas que tout désir est mauvais. Pas du tout. Il fait une distinction essentielle entre tanha, qui est l'avidité, cette soif qui brûle, l'addiction qui nous enchaîne et nous fait souffrir, et chanda. Ça, c'est le désir sain, le bon moteur, l'envie d'apprendre, de s'améliorer, d'aider les autres. La clé, elle est là. Le problème, ce n'est pas le fait de vouloir, c'est l'attachement obsessionnel à ce qu'on veut. J'ai trouvé une analogie géniale sur un forum qui illustre ça parfaitement. La personne dit en substance « J'adore le guacamole. S'il y en a, super. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais si je commence à m'énerver parce qu'il n'y en a pas, là, ça veut dire que j'ai un problème. » Vous voyez la différence ? Aimer le guacamole, c'est chanda. C'est une préférence saine. Piquer une crise parce qu'il n'y en a pas, ça, c'est tanha. C'est l'attachement qui crée la souffrance. Ok,
On a compris la mécanique, on a vu la distinction philosophique, maintenant le concret. Comment on sort de la boucle? Comment on fait en pratique pour s'échapper? Il existe un cadre en 4 étapes, très simple mais très efficace qui peut vraiment aider. Étape 1, juste prendre conscience du truc, mettre des mots dessus. Étape 2, changer son regard, ce n'est pas une menace insurmontable, c'est un défi à relever. Étape 3, on choisit une solution, une piste d'action. Et enfin, étape 4, super importante, on regarde en face ce qui pourrait nous bloquer et sur quoi ou qui on peut s'appuyer pour y arriver. Luc Burgis, dont on a déjà parlé, il insiste sur un truc essentiel. Son conseil, investir dans le silence. C'est une drôle d'idée, investir dans le silence, mais c'est exactement ça. Il s'agit de se ménager des temps pour couper le bruit constant du monde, des notifications, des sollicitations, juste pour laisser un peu de place, pour que nos propres pensées et nos désirs profonds puissent enfin émerger. C'est un peu comme ces plantes, comme le millepertuis, qui sont connues pour apaiser le système nerveux. Eh bien, le silence, la méditation, ou juste des moments de calme sans rien faire, c'est la même chose pour notre esprit. C'est le remède à notre agitation permanente. Et ce calme, c'est la condition absolument nécessaire pour pouvoir penser clairement et faire des choix qui nous ressemblent. Très bien, on a trouvé un peu de calme, un peu de clarté. Et maintenant, comment on fait pour construire activement une vie qui a vraiment du sens pour nous? Une vie qui ne soit plus guidée par l'imitation, mais par des valeurs qu'on a choisies en conscience. Alors, on a tous plus ou moins des valeurs. La famille, l'honnêteté, la créativité. Mais juste les lister comme ça ne suffit pas. Le truc, c'est qu'il faut les hiérarchiser. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, ces valeurs se télescopent tout le temps. Est-ce que je privilégie ma carrière ou ma santé? La sécurité ou l'aventure? Si on ne sait pas ce qui est le plus important pour nous, on est bloqué, on ne sait plus comment décider. Pour ça, il y a un exercice super visuel et très puissant, le cercle des valeurs. L'idée, c'est de dessiner un cercle et de donner à chaque valeur une part du gâteau qui correspond à son importance pour nous. En faisant ça, on se fabrique sa propre boussole, un guide hyper clair pour vérifier que ce qu'on fait chaque jour est bien aligné avec ce qui compte vraiment. Et pour finir, une dernière idée, une question à emporter avec nous. On a beaucoup parlé de comment les autres façonnent nos désirs, mais il ne faut pas oublier que la flèche va dans les deux sens. Nous sommes, nous aussi, des modèles pour notre entourage. Alors, la vraie question, au final, ce n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce que je veux vraiment ?», mais aussi « parce que je désire, qu'est-ce que j'apprends au monde à vouloir ?»